Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine chez mes critiques sur Géopolis Télévision. Continuons à parler justement de cette situation politique sécuritaire à l'est de la RDC. Vous savez que le pays est agressé depuis un certain temps avec une rébellion qui ne dit pas son mot. Aujourd'hui, les villes de Goma et de Bukavu sont passées sous le contrôle du M23 et ses alliés. Et aujourd'hui, la RDC se mobilise tant sur le plan diplomatique que politique, sur le plan international ou national. Le chef de l'État a reçu tout récemment le membre de l'Union sacrée de la nation, la coalition qui l'accompagne au niveau de la gestion du pays et la RDC qui a besoin de sortir de cette crise. Et pour Félix Tshisekedi, le pays doit se battre contre la rébellion. S'il faut négocier, il faut aller directement négocier avec le Rwandais qu'avec les M23 qu'il qualifie de patins parce qu'il estime que les M23 ne sont pas légitimes et ils n'ont pas le pouvoir de décider sur ce qui va se passer dans le pays. On va voir comment est-ce que les acteurs politiques analysent cette question. Également, c'est dans la foulée, on a appris la décision de Joseph Kabila de sortir de son silence depuis plus de presque 10 ans. Ça faisait 7 ans qu'il n'a plus jamais parlé, il n'a plus jamais pris la parole. Depuis son départ du pouvoir en 2019, où il a parlé, il a montré, en tout cas dans son discours, sa sympathie en quelque sorte avec ce qui s'est fait à l'Est, sa sympathie au M23. Son discours est suffisamment critiqué, suffisamment interprété dans la classe politique parce que Joseph Kabila, qui semble calculer son retour politique avec notamment la nomination des animateurs de son parti politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Aujourd'hui, le PPRD a un vice-président à la personne d'Aubin Minakou, qui, vous connaissez, l'ancien secrétaire général de la majorité présidentielle et finalement ancien président de l'Assemblée nationale, une personnalité de premier plan sous le régime Kabila qui revient sur la scène. Et on en parle également dans cette émission et on termine par l'offensive diplomatique de la RDC, comment sortir de la crise. Vous savez que le pays est engagé sur ce front diplomatique depuis quelques temps, notamment avec des négociations tant sur le plan régional qu'international. Sur le plan régional, vous vous souvenez de la nomination de Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, et celui du Kenya, qu'on appelle Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya, et l'ancien premier ministre de l'Éthiopie, et qui sont le facilitateur de la SADC et de l'EAC pour tenter tenter d'obtenir le dénouement de la situation. J'y arrive finalement. Et comment est-ce qu'on analyse cette question au niveau national? Vous vous souvenez que la RDC est dans cette crise. On en parle avec un acteur politique de premier plan. Il s'agit de Sylvain Maurice Macheke. Vous connaissez encore son nom. Il était candidat président de la République en 2018. Il a désisté finalement vers la fin du processus électoral en faveur de Martin Fayulu. Il a été également ministre de la Culture et Arts dans le gouvernement national. Il est un acteur de premier plan, comme je l'ai dit. On en parle avec lui. Monsieur Macheke, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous avez été grand témoin, parmi les témoins de ce qui se passe dans le pays pour avoir été gestionnaire de premier plan. Aujourd'hui, comme on a dit à l'entame de l'émission, la ville de Goma et celle de Bukavu sont tombées entre le maître du M23 et le gouvernement congolais a pris beaucoup d'initiatives. Finalement, de manière globale, comment avez-vous vécu cette situation? Parce que ça faisait 3 ans que l'M23 n'a pas réussi à arriver dans la ville de Goma. Il est arrivé à Goma et quelques semaines après, c'est Bukavu qui part. Merci beaucoup parce que vous posez cette question sur la situation sécuritaire ou militaire à Goma. Moi, je vais d'emblée vous dire qu'il s'agit d'une question de manque d'anticipation de la situation par le gouvernement de la République, qui n'a pas si anticipé les événements, mais qui a accepté de subir la situation donc, qui se prévaut ou qui prévaut actuellement à Goma. Et cette situation au niveau de Goma, moi j'ai dit, c'est effectivement une agression dont la République est victime. Comme c'est une agression
Donc, les pays agresseurs a pris l'option militaire de venir faire la guerre à la RDC. Donc, à ces pays, nous n'avons pas d'autre option à faire ou à privilégier, si ce n'est aussi l'attaquer militairement. Donc, nous devons faire la guerre au Rwanda, qui a décidé de venir attaquer les pays, qui a décidé d'attaquer la RDC, la République démocratique du Congo, notre pays. Donc nous ne pouvons pas, nous, à notre niveau, rester seulement sur les fronts diplomatiques ou chercher des négociations partout, alors que de l'autre côté, le Rwanda ne fait qu'avancer dans sa sale besogne ou ses sales besognes en attaquant la RDC militairement, où nous sommes en train de subir des pertes en vies humaines. Et vous vous souviendrez que, en suivant l'actualité, même au niveau des institutions, au niveau international, et le Conseil de sécurité a eu à dénombrer plus ou moins plus de 5000 morts. Vous vous rendez peu compte? Et là, c'est un pays étranger qui s'est permis de venir agresser notre pays. Et nous, là, nous devons nous contenter maintenant là, de l'option diplomatique. Non. Moi, je crois que sans écarter totalement cette option diplomatique, mais il y a lieu que nous puissions privilégier aussi l'option militaire pour faire la guerre donc, au Rwanda. Voilà ce que je peux donner comme lecture de la situation qui se passe actuellement au niveau de Goma. Alors voilà, ça c'est de manière globale votre point de vue par rapport à cette situation. Mais vous savez aujourd'hui que la RDC qui a effectivement par moment, parce que le fait que la rébellion ait pris 3 ans aujourd'hui, depuis 2021, la résurgence du M23, c'était parce que le gouvernement a refusé de négocier. Le gouvernement estimait qu'il fallait aller sur le front de l'affrontement militaire. Aujourd'hui, ils ont quitté Bunagana et les rebelles ils ont pris, je vais dire, pas l'entièreté, mais au moins les symboles de deux provinces, qu'il s'agit de la ville de Goma et celle de Bukavu. Est-ce que vous pensez que la RDC a le moyen de sa politique pour s'offrir une guerre finalement, parce qu'on voit les difficultés que l'armée éprouve sur le terrain actuellement, notamment lors de la prise de Goma et de Bukavu. Et le chef de l'État même l'a dit qu'il y avait suffisamment de déficits sur le plan de l'encadrement, en dépit des moyens qui ont été mis en disposition du pays. De militaires. Non, parce que vous venez encore tantôt de parler maintenant d'une rébellion. Donc ça veut dire que c'est une affaire qui concerne les Congolais. Lorsque vous parlez d'une rébellion, moi je crois une rébellion, s'il vous plaît, une rébellion peut être soutenue par le Rwanda, mais parce qu'il s'agit aussi d'une rébellion, mais soutenue par le Rwanda, c'est vous qui en parlez, je crois qu'à nos frères qui sont égarés dans ces groupes armés, donc nous pouvons négocier avec eux. Nous pouvons parler à ces frères-là pour les ramener donc à la raison. Mais quant à ce qui concerne les pays qui soutiennent cette rébellion-là, à ces pays-là, nous ne pouvons que privilégier l'option militaire. Nous devons aussi faire la guerre à ces pays. Tant que ce monsieur de Kagame ne pourra pas sentir dans sa chair qu'il est réellement aussi attaqué, donc je veux dire par là que le Rwandais est attaqué, ben écoutez, à ce moment-là, il ne pourra que trouver peut-être pour lui, il dit écoutez, donc nous sommes faciles à attaquer militairement. Mais si nous aussi, à notre niveau, nous pouvons aussi privilégier l'option militaire en essayant un peu de restructurer notre armée, parce que vous parlez du président de la République qui a fustigé les faiblesses qu'il y a au sein de l'armée, c'est vrai, ce sont des évidences, mais je crois qu'il y a lieu de restructurer cette armée-là en nommant des gens qui ont mené une guerre à l'époque contre ces groupes armés, contre les M23. Il y a dans ces pays ici des officiers militaires, généraux tout comme colonels, chevronnés, qui ont par le passé défait les M23. Donc il y a lieu peut-être aussi de recourir à l'expertise militaire de ces gens-là, de ces officiers militaires, généraux tout comme colonels, qui puissent nous aider à défaire de nouveau ces groupes armés, ou à défaire cette rébellion qui est à l'est du pays. Voilà. Alors, de votre point de vue, on a très bien compris qu'il faille faire la distinction entre une rébellion et une agression. Et quand il s'agit de la rébellion, il faut que ces frères-là puissent rentrer
dans le bon sentiment, c'est-à-dire revenir à la raison. Vous parlez de Congolais qui sont dans la M23 et ceux qui sont venus de l'extérieur du pays doivent être boutés de force pour que finalement rentrer là où ils sont s'il faut faire la guerre avec le Rwanda. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit exactement. Donc, pour les Congolais qui sont dans les groupes armés, comme j'ai dit que ce sont des frères congolais qui sont égarés dans ces groupes armés, il faut négocier avec eux, avec les Congolais. Moi, je crois que ça ne m'engage que moi. Donc, pour ces frères-là, il faut négocier avec eux parce qu'ils sont Congolais. Il faut qu'on puisse ramener ces gens-là à la raison, qu'ils puissent comprendre que ce sont des frères congolais, comme eux, qui sont en train de mourir dans cette affaire. Ce ne sont pas des Rwandais qui sont morts à Goma. Quand il y a eu ces massacres-là, ce sont des Congolais qui sont morts. Alors, il faut que nos amis, nos frères congolais qui sont dans ces groupes armés-là, reviennent à la raison. Ils ne peuvent revenir à la raison que lorsqu'ils ont peut-être des garanties par le pouvoir, donc des garanties données par le pouvoir, pour leur permettre peut-être de rentrer au pays ou rentrer donc peut-être au bon sentiment pour éviter, donc écarter cette option militaire à leur endroit. Donc c'est ce que moi j'ai dit à nos Congolais, y allier à ce que nous puissions discuter avec eux, mais quant à ce qui concerne les Rwandais, nous devons absolument faire la guerre à ces gens-là pour qu'ils sentent aussi que nous avons aussi la possibilité de faire ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Donc à ces gens-là, nous devons faire la guerre, donc au Rwanda. Voilà, quand on parle de la guerre, c'est effectivement les affrontements armés avec des armes lourdes. Et on a pris, je rappelle, c'est juste une précision, il y a un journal britannique, The Guardian, qui a parlé de la mort de plus ou moins 1000 militaires rwandais lors des affrontements des Goma. Et ce ne sont pas des Congolais, ce sont des militaires rwandais parce que le journal a documenté les images satellitaires, notamment dans les cimetières de Kigali et des environs de Goma, où on dénombre l'augmentation justement jusqu'à 1000 morts. Ce n'est pas là le sujet, mais aujourd'hui, vous préconisez cette option. Je dis que le chef de l'État et vous-même, vous reconnaissez la faiblesse à un certain moment au niveau on parle des infiltrations au sein de l'armée, ça vient de très haut niveau de responsabilité du pays, je veux dire du chef de l'État qui parle déjà de cela, et vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse recourir à l'expertise de ce qui ont pu gagner l'M23. Il y a 2 jours ici, j'ai reçu un autre candidat, une candidate à l'élection présidentielle que vous connaissez très bien pour avoir compétit avec elle, Marie-Josée Ifoukou. Malheureusement, la réalisation n'aura peut-être pas l'élément pour nous proposer, mais au moins elle a dit exactement ceci, qu'elle estime à ce niveau que la solution, nonobstant que vous avez parlé de dialogue au niveau national, parce que les Congolais doivent se parler, mais qu'en 2013, c'est difficile de pouvoir démontrer que l'armée congolaise a pu voter hors des frontières nationales les M23. Il s'agissait de négociations parce qu'il y a des éléments d'information qui passent sur les réseaux sociaux comme quoi il y a eu des accords entre le gouvernement de la RDC et le M23 pour que le M23 puisse se retirer du territoire. C'est-à-dire qu'on met en doute aujourd'hui les capacités militaires de FARDC d'avoir vaincu le M23 2013. Non, il ne faut pas dire que nous sommes incapables de pouvoir peut-être donc gagner cette guerre à l'est du pays. Non, 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 non. Parler de l'incapacité, c'est un peu trop fort, mais des faiblesses, oui, nous pouvons encore corriger toutes ces faiblesses-là. C'est comme ça que je parle de la restructuration de l'armée et de la chaîne de commandement, donc au niveau des forces armées. C'est comme ça que moi, j'estime qu'il faut recourir donc à l'expertise de nos voyants généraux qui ont démontré leur capacité par le passé, comme je venais de le dire tantôt, qui par leur savoir-faire, ils ont eu à défaire le roi, donc la rébellion donc du M23 à l'époque en 2012-2013. Il ne faudrait pas dire que c'est par la force peut-être des négociations et consorts, c'est parce que militairement à l'époque, les M23 avaient senti aussi une force de frappe, comme on peut le dire, de la part de nos forces armées, donc de la RDC. C'est comme ça que, quoi qu'il y a eu aussi cet aspect diplomatique ou des négociations qui avaient aussi joué, mais en réalité,
la première force qui a fait de sorte à ce que les M23 puissent l'ennemi à pouvoir négocier. C'était la force militaire. C'était la force militaire. Parce que moi, je n'hésiterai pas de citer, par exemple, ici, donc l'ancien chef d'état-major général à l'époque, le général Didier Etumba. Etumba a démontré de quoi il était capable à l'époque. Alors, donc, je dis, c'est comme ça que j'ai dit, il faut recourir à l'expertise de ces gens-là. Voilà, parce que aussi au plus haut niveau, certainement, je me souviens au début de cette agression, le chef de l'État a reçu tous les anciens généraux qui ont travaillé sous Mobutu, c'est-à-dire que certainement à un certain niveau de responsabilité, il y a des consultations qui s'est fait pour que les choses puissent évoluer. L'expertise dont vous parlez, peut-être pas de manière officielle, mais au moins il y a eu une rencontre à l'époque où le président Tshisekedi a reçu les anciens généraux, les généraux d'armée qui étaient à la tête du pays, dont Didier Etumba. Donc le président aussi a parlé de la restructuration de l'armée, vous en revenez plusieurs fois, la restructuration de l'armée. Comment ça se fait pendant que le pays est déjà agressé et comment est-ce que vous pensez que dans les temps qui courent, on peut trouver la solution? Parce que vous avez été ministre, je rappelle, de la République. Comment pensez-vous à votre niveau qui doit être fait? Vous n'êtes pas forcément expert militaire, mais au moins de manière globale en tant qu'observateur politique, dans un contexte d'agression, comment on le fait? Et s'il faut des alliances avec les pays étrangers, est-ce qu'il faut quoi au niveau national? Non, pas forcément d'abord des alliances avec des pays étrangers, tout ça. Dans les cas d'espèces, je viens de dire, d'avancer une idée, celle relative au fait qu'on peut recourir à l'expertise de nos chevronnés, donc officiers militaires. Parce que nous sommes exactement en pleine guerre d'agression. Ce sont des actes d'agression qui sont faits par le Rwanda à notre pays. Nous sommes en pleine guerre d'agression donc menée par le Rwanda contre la RDC. S'il faut restructurer l'armée donc de manière classique, donc ça va certainement prendre effectivement d'abord assez de temps. Ouais. Vous voyez? Donc ce qu'il y a à faire pour l'instant, ce qu'il faut prendre en compte comme priorité pour l'instant, c'est d'abord chercher à ce qu'on puisse recourir, comme je l'ai dit, moi j'insiste là-dessus, qu'il faut recourir d'abord à l'expertise de tous ces anciens militaires, je ne sais pas moi, phase, tout et consort, mais ces gens-là, ils sont des militaires de la République. Ce ne sont pas des militaires d'un camp politique. Ils sont à la disposition de la République. Ils sont à la disposition de la République. Il faut recourir à leur savoir-faire, à leur expertise, à leur expérience. Donc, si nous pouvons recourir à l'expérience de ces gens-là, il y a lié à ce que l'armée soit organisée pour mener des offensives aussi de manière professionnelle contre cette agression. Donc, première priorité. Deuxième, voilà. Ouais. Non, mais pour moi, je crois que dans un premier temps, nous pouvons nous limiter à cela. Donc, chercher d'abord à recourir à l'expertise de ces gens-là, organiser l'armée et essayer maintenant là, de mener des offensives contre ces pays agresseurs. Voilà, et face aux membres de l'Union sacrée de la nation, le chef de l'État, c'était le samedi dernier, le chef de l'État a dit qu'il était un peu agacé du fait que l'Union sacrée de la nation, pour ne pas dire la classe politique dans son ensemble, qui n'était pas suffisamment mobilisée pour l'accompagner dans ce combat, dans cette guerre contre l'agression du pays. Il a parlé de la mobilisation au niveau des populations, au niveau de la jeunesse, pour qu'on ait suffisamment de jeunes qui s'enrôlent dans les forces armées. Est-ce que vous pensez que c'est l'option aussi, entre autres, au-delà du recours à l'expertise militaire, parce que vous estimez que c'est une solution immédiate, parce qu'il s'agit de militaires qui avaient déjà eu la formation dans ce sens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, la mobilisation qui est en train de te faite plutôt avec notamment, pour ne pas citer Jean-Pierre Bemba et les autres que le chef de l'État a cités, est à même de pouvoir booster les choses dans les contextes actuels? Ça, c'est juste pour essayer un peu d'être au niveau numérique, qu'on veut peut-être gonfler les effectifs de l'armée. Lorsqu'on essaie de parler de la mobilisation de consorts, c'est peut-être chercher à avoir assez de jeunes gens qui acceptent de s'enrôler dans l'armée. Mais quant à ce qui concerne des stratégies militaires, c'est là où moi je suis en train de revenir sur cet aspect des choses, où j'ai dit, écoutez, il faudrait d'abord recourir à l'expertise de ces gens-là. N'oubliez pas que par le passé,
la RDC ou à son temps les Zaïre, c'est quand même parmi les pays qui étaient mieux classés en ce qui concerne leur armée au niveau de l'Afrique, tout Mais ça. Au niveau jusqu'aujourd'hui, de l'Afrique nous centrale. occupons la 12e place sur l'échiquier continental. La RDC est le 8e, plutôt 8e puissance militaire du continent avec près d'1 milliard de dollars d'investissement. Non, ce n'est pas question de milliards de dollars qui sont investis, c'est au niveau du professionnalisme, au niveau de la capacité de dissuasion de cette armée-là, tout ça. Ça, ce sont des questions qui doivent être approfondies par des experts militaires. Voyez-vous? Alors, c'est comme ça que moi, je ne cesse de revenir sur cette affaire. Je dis, ce sont des experts militaires qui ont fait preuve de leur capacité ou de leur intelligence, de leur génie militaire. Donc il faut recourir à l'expertise de ces gens-là. Ces gens-là peuvent aider ou conseiller la République utilement pour organiser l'armée et éventuellement organiser des offensives ou une riposte rigoureuse à l'égard de la rébellion qui est appuyée par le Rwanda. Voilà, parce que je venais de dire tantôt, dans le cours de cette émission, je reçois beaucoup de politiciens. Et l'autre fois, j'ai reçu l'ancien ministre de la Santé, M. Petit Albert, qui a parlé effectivement que le Rwanda méritait une bonne raclée pour justement être corrigé par rapport à tout ce qu'on lui reproche d'avoir fait sur le Congo depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et également, alors ça c'est le volet militaire de la chose, mais dans son discours, dans sa communication avec les membres de l'Union sacrée, le président a annoncé, et ça a été rappelé hier lors du Conseil de ministres avec les membres du gouvernement, où le chef de l'État n'a pas exclu, continue à marteler sur son idée de mettre en place un gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale où il attend rassembler le maximum d'acteurs tant sociaux que politiques pour finalement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que au-delà de ce que vous avez donné comme avis, point de vue au niveau des aspects militaires, cette guerre est aussi politique au-delà de ce qui s'est fait à l'est du pays. Et vous pensez qu'aujourd'hui, une équipe gouvernementale rassemblant le maximum d'acteurs peut faire en sorte que la situation puisse évoluer. Comment pensez-vous que ça peut être possible? Oui. D'abord, je salue l'idée du président de la République en lançant cet appel à l'unisson. Cet appel, pour moi, constitue donc un des signaux d'ouverture. Donc, nous saluons cet esprit d'ouverture du président de la République. Parce qu'il estime aujourd'hui qu'il faut un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire qu'il a d'abord compris qu'à l'interne, il se pose un problème, qu'il faut peut-être corriger un déséquilibre au niveau interne en s'ouvrant à la formation effectivement du gouvernement d'union nationale. Donc, pour l'instant, il nous faut un gouvernement qui est adapté effectivement donc aux réalités politiques et sécuritaires de notre pays. Un gouvernement qui soit à même de donner des réponses donc principalement d'abord aux questions sécuritaires et militaires à l'est du pays. Donc c'est comme ça que j'ai dit un gouvernement qui est adapté à nos réalités sécuritaires ou politiques aussi. Donc politique parce qu'il y a déjà cette ouverture. Il y a déjà cette ouverture, donc, où le président de la République lui-même estime qu'il faut un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui va intégrer donc, des gens de tout bord, de l'opposition politique, de la société civile. Mais moi, je crois que ce gouvernement devrait aussi préalablement, avant de le mettre en place, vider, et ce qui permettait cette tautologie, vider certains préalables. Donc il faut un gouvernement avec des garanties. Ce n'est pas un gouvernement où vous allez partir, un gouvernement sans garantie. C'est à ce niveau-là que ça pose peut-être problème. C'est pour cette raison-là, je dis, parmi peut-être les préalables, je crois que le président de la République devra accepter à ce qu'il puisse dialoguer avec certains acteurs politiques. Parce qu'il a accepté de s'ouvrir, effectivement, à l'opposition politique. Mais il y a cette ouverture maintenant là à l'égard de l'opposition politique. Mais il faut accepter aussi
à ce qui est d'abord un préalable, qui devrait être d'abord vidé. Un gouvernement, il faut lui donner cette forme. Il faut d'abord lui donner la forme. Donc c'est parmi les préalables. Il faut donner des formes à ces gouvernements. Donc c'est les premiers préalables qu'il faut peut-être chercher à vider. Et donner des garanties à ceux-là qui vont accepter d'appartenir à ce gouvernement-là. Donc on ne peut pas d'emblée donner donc l'idée de l'ouverture pour donc un gouvernement d'union nationale tant qu'on n'aura pas d'abord préalablement vidé certaines questions. Et c'est toujours dans le cadre de la mise en place de ce gouvernement. Il n'y a pas longtemps, votre ancien allié, Martin Fayoulou, comme les autres membres de l'opposition, qui ont dit que ce n'était pas forcément la solution à la crise et que la solution à la crise résidait au niveau de pourparlers que la SENCO et le CC ont pu mettre en place pour tenter de rencontrer tout le monde. Je rappelle que ce groupe a rencontré Corneille Nangaa, les chefs de la rébellion. Ce même groupe a rencontré le président Kagame, dont on accuse d'être l'agresseur numéro 1 de la RDC. Le même groupe a rencontré le président Ruto au niveau du Kenya. Le même groupe a rencontré presque la majorité d'acteurs de premier plan. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au-delà de son gouvernement, dont vous pensez qu'il faut des préalables, des garanties que le chef de l'État doit fournir à des potentiels partenaires politiques dans le cadre de cette équipe gouvernementale, il faille tenir compte de ce que la SENCO est en train de faire, d'autant plus qu'on sait qu'au niveau de l'Union sacrée de la nation, notamment en commençant par la présidence de la République, on dit que le chef de l'État n'a pas donné le mandat à la SENCO et le cessé de pouvoir consulter. Bon, cette question de la SENCO et de l'ECC, moi je me dis, écoutez, comment vous pouvez imaginer un tel scénario, dire par exemple que, écoutez, les gens, donc la SENCO et l'ECC sont en train d'entreprendre des démarches et qu'ils n'ont pas reçu donc l'aval du président de la République. Mais au moins, ils ont rencontré d'abord, avant d'entamer toutes ces consultations, ils ont quand même rencontré le président de la République. Qui a pris acte, selon ses services, il a pris acte du fait que... Ben voilà. Ouais. Et même si nos amis de la SENCO, les évêques et nos amis de l'ECC, si, admettons même qu'ils n'ont pas reçu même l'aval du président de la République, et que cette démarche s'inscrit dans l'optique de rechercher des solutions durables à la question sécuritaire à l'est du pays et à la crise politique interne, donc entre les Congolais. Comment vous pouvez écarter une telle démarche, donc très mal percevoir une telle idée? Mais c'est quoi que c'est une idée qu'il faut encourager, il ne faut pas l'écarter. Et même si aussi nos amis, donc les évêques de la SENCO et l'ECC ont eu à rencontrer peut-être tout le monde, des gens de la Mouka, donc Martin Fayoulou, ils ont rencontré Corneille Nangaa, pour ne pas les citer, celui qui est dans la rébellion à l'est du pays. Mais la finalité, c'est ce que je viens de dire ici. Nous devons nous mettre, par exemple, parce que je l'ai déjà dit au niveau de cette même tribune, nous devons nous mettre autour d'une table pour essayer de passer en revue toutes les questions qui divisent les Congolais. Mais pourquoi Nangaa est allé en rébellion? Pourquoi Martin Fayoulou conteste telle autre chose? Ça veut dire qu'il y a des petits problèmes qui nous opposent entre nous. Mais comme c'est entre nous les Congolais, c'est comme ça que j'ai dit, pour ce qui concerne les Congolais, il y a lieu à ce que nous puissions discuter. Donc nous pouvons parler, nous pouvons dialoguer avec des Nangaa, et les Martin Fayoulou et les autres ici, qu'on se mette autour d'une table, c'est entre nous les Congolais, qu'on se dise des vérités en face, que nous puissions passer l'éponge sur toutes les divergences qui nous opposent. S'il y a des divergences qui continuent à nous opposer, il faut essayer un peu de les balayer. Donc, de votre point de vue,
au-delà du fait qu'il y a des négociations, ces négociations, le dialogue avant sortie du gouvernement peut être celui de la SENCO ou ça peut être un autre dialogue que le chef de l'État doit prendre l'initiative de lui-même. Moi, je crois que la responsabilité revient au président de la République de pouvoir convoquer ces fameux dialogues, tout ça, qui puissent se réunir autour d'une table des Congolais, qui puissent se parler, qui puissent se dire des vérités. Et qu'est-ce qu'on fait avec les consultations de la SENCO? Mais les consultations, les résolutions justement issues de ces consultations, qu'est-ce qu'on bon, fait? mais les résolutions vont sortir de comment? C'est pas par le fait que la SENCO a mené des consultations, ce sont des consultations, ils ne pourront peut-être que faire en fait quoi, un rapport. Mais au moins, la charge de convoquer, par exemple, un dialogue revient au président de la République. Peut-être qu'il peut faire des recommandations au président de la République pour dire, au regard de toutes les consultations menées, tant avec les amis qui sont dans les groupes armés, donc de la rébellion, qu'avec ceux de l'opposition politique, éventuellement même avec ceux de la société civile, il y a une nécessité absolue de pouvoir organiser, donc, par exemple, un dialogue, qu'on puisse se retrouver maintenant autour d'une table pour essayer maintenant d'échanger entre nous pour voir quel est le cahier de charges que les autres ont amené et bon, voir aussi les thèmes de référence effectivement de ces dialogues-là pour voir maintenant comment est-ce que nous pouvons passer l'éponge sur toutes les questions qui divisent les Congolais. Voilà, moi, je crois que c'est pour cette raison qu'il y a une nécessité absolue d'organiser donc, d'abord, ces dialogues. Le fait que le président de la République, c'est un constat d'ailleurs, par le fait qu'il estime déjà qu'il faut s'ouvrir à l'opposition politique pour un gouvernement d'union nationale, ça veut dire qu'il a compris qu'il y a une nécessité absolue à ce que, entre d'abord les Congolais eux-mêmes, qu'on se dise des vérités et que ces Congolais viennent participer à la gestion aussi du pays. Voilà, c'est cohérent comme raisonnement parce que vous estimez qu'on peut considérer, si j'ai bien compris votre pensée, vous considérez qu'on peut considérer, excusez-moi la redondance, mais au moins vous considérez que d'emblée on peut considérer que ce que la SENCO a fait, et c'était un peu comme une mission d'informateur pour verser sur la table du président de la République. Exact. Et donc, comment pensez-vous maintenant du fait qu'au cours justement la semaine qui a suivi cette semaine justement où on parle de la fameuse formation d'un nouveau gouvernement, la fameuse annonce du président de la République liée à la formation d'un nouveau gouvernement, que certains acteurs, pour ne pas citer, je vois comme Délice Sanga et les autres, qui disent qu'ils participaient, c'est justement donner des béquilles à Félix Tshisekedi de consolider son pouvoir et que la solution à la crise aujourd'hui serait le départ de Félix Tshisekedi pour que les choses puissent marcher. Dans la foulée également, vous avez suivi Jean-Marc Kabound, l'ancien secrétaire général de l'UDPS qui est sorti des prisons. Et pour lui, il n'est pas question. Il dit même qu'il n'est ni demandeur ni preneur de cette idée de la formation d'un gouvernement national. Ce n'est pas ma perception des choses. Le pays fait face à une agression. Le pays fait face à beaucoup d'autres situations politiques aussi. Et qu'il y a les premiers d'entre nous qui estiment que maintenant là, l'heure a exactement sonné pour que nous puissions donc se dire quand même des vérités et que il lance un appel à l'unisson pour la cohésion nationale entre nous les Congolais, et certains d'entre nous estiment que c'est une mauvaise initiative. Moi, je crois à ce moment-là, c'est que ces gens-là ont d'autres pays que le Congo. Figurez-vous qu'aujourd'hui, là, que ces pays puissent disparaître, qu'aujourd'hui, le Rwanda, dans ses velléités donc expansionnistes, puisse prendre le Congo. Tous ces gens-là qui se réclament congolais, où iront-ils? Pour moi, je n'ai que le Congo comme pays, je n'ai pas un autre pays. Alors, si aujourd'hui le président de la République estime que nous pouvons nous mettre autour d'une table ou soit former un gouvernement d'union, s'ouvrir, donc ouvrir le gouvernement, l'actuel gouvernement, à un gouvernement d'union nationale, et les autres disent qu'ils ne sont pas demandeurs. Mais attendez, il n'y a pas que ces gens-là qui ont des compétences
qui ont de l'intelligence, qui ont de l'expertise. Non. Dans ces pays, ce ne sont pas les intelligences qui manquent. Ce n'est pas l'expertise, encore moins de compétences qui manquent. Donc ça veut dire que le président de la République a assez d'informations sur certains des Congolais qui puissent être capables de pouvoir l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire actuellement à la recherche de solutions pour donc, la paix dans notre pays. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de cette question de gouvernement d'union nationale. Et c'est justement dans la foulée qu'une déclaration est sortie, une déclaration très attendue. Finalement, il a parlé après presque 10 ans, je veux dire 7 ans justement, qu'il n'a jamais plus pris parole sur la place publique. Et Joseph Kabila est sorti de son silence et lors d'un séjour en Afrique du Sud, il accorde une interview à un journal local qui parle justement, il revient sur ce qui va se passer, ce qui se passe à l'est du pays. Il estime que les revendications du M23 sont des revendications légitimes du peuple congolais liées à la mauvaise gouvernance et au régime tyrannique de Tshisekedi. Et aujourd'hui, est-ce que c'est votre point de vue également que, comme vous l'avez dit, qu'il y a des Congolais certainement qui sont peut-être frustrés, il y a toujours des choses, les Congolais doivent se parler, mais il va un peu plus loin, il dit que c'est la gouvernance de Tshisekedi qui a créé tout ce problème-là, et c'est un régime tyrannique qui renvoie même des opposants en exil, notamment des journalistes et d'autres acteurs politiques. Kabila est un acteur politique, un ancien président de la République dans ces pays. Pendant 18 ans. Donc je crois que lorsqu'il a décidé de briser son silence, il est sorti de son silence pour s'exprimer, enfin, comme vous venez de le dire, vous avez estimé que ça fait déjà 7 ans qu'il n'a jamais... Depuis 2019, il n'a pas accordé une interview. Depuis qu'il est parti du pouvoir, il n'a jamais accordé une quelconque interview pour s'exprimer sur ce qui concerne donc, la République, tout ça. Et qu'aujourd'hui il a parlé. C'est son opinion à lui. Cela ne l'engage que lui comme acteur politique. Donc ça n'engage pas tout le monde pour venir faire, donc opiner aussi là-dessus. Et ben, comme si vous devenez petit, je ne sais pas moi je ne peux pas devenir l'avocat de Kabila ici. Et je ne peux pas aussi venir chercher à contredire son opinion. C'est son opinion à lui. Donc s'il y a des gens qui estiment qu'ils ont des opinions contraires, lui a étayé son opinion. Il y a que les autres peuvent venir le contredire. Mais moi, j'estime que cela ne l'engage que lui. C'est son point de vue sur la gestion du pays et sur la question sécuritaire à l'est de notre pays. Alors, donc, à mon niveau, je crois avoir déjà donné ma position sur ce qui concerne la question de l'est du pays. Donc, pour ceux qui sont Congolais, qui sont égarés dans les groupes armés, il faut parler avec eux. Ça, c'est mon avis. C'est mon point de vue, c'est mon opinion. Cela ne m'engage que moi. Donc, il faut parler avec ces gens-là. Mais pour ce qui concerne le Rwanda, comme pays agresseur, pays qui appuie la rébellion donc du M23 et AFC de notre ami Corneille Nangaa, tout ça. Donc, à ces gens-là, à ces pays-là, il faut faire la guerre. Il faut lever une option militaire. Pour le Rwanda, pour les Congolais, il faut négocier avec eux, il faut parler avec eux. Ce sont des Congolais donc, qui estiment qu'ils étaient effectivement lésés, comme vous, pour essayer d'emprunter votre terme que vous avez soulevé, employé tout à l'heure là, pour dire qu'ils étaient lésés. S'ils estiment qu'ils étaient lésés, alors qu'ils reviennent au bercail, comme on peut le dire, qu'ils reviennent à la raison, qu'on essaie de parler entre nous Congolais, qu'on se dise des vérités. Qu'est-ce que nous reprochons à X et Y, tout ça, et puis bon, voilà, on va passer l'éponge et l'affaire sera réglée entre nous les Congolais, pour que nous puissions maintenant la penser au plan de développement de notre pays. Tant que nous allons continuer avec les divergences de vie dans l'histoire de l'Est, tout ça, avec la guerre, tout ça, on utilise donc, les autres amis par ces petits pays et donc, pour qu'ils viennent nous agresser. Alors, mais attendez, quand est-ce que nous allons parler, par exemple, du développement de ces pays? Donc, ça sera difficile pour nous de parler du développement du pays parce que tout le temps, nous ne serons qu'en train de focaliser toute notre attention que vers la situation sécuritaire ou militaire à l'est du pays. Donc, ça sera difficile pour nous de parler du développement de ces pays.
Voilà, c'est dans ce contexte-là, on a compris, vous respectez l'opinion de Joseph Kabila qui doit assumer les conséquences positives ou négatives de sa prise de parole. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila, comme je le dis à l'entame de l'émission, a tenu à restructurer également son parti politique. Je rappelle que vous n'êtes pas du PPRD, mais en tant qu'acteur politique, comment voyez-vous cette restructuration? Comment avez-vous accueilli ces nouvelles au sein du PPRD qui se dote d'un vice-président et d'une restructuration au niveau de son directoire? Ben, c'est une organisation interne à un parti politique, un fait privé. Donc, ce n'est même pas une question qui peut faire vraiment, pour moi, comment il faut dire. Donc, ce n'est pas une question qui peut totalement retenir notre attention. Non. C'est un fait privé. Un fait privé, un parti politique, donc c'est une organisation interne. Et donc, il sait ce il a eu à faire, pourquoi il a casé X, Y à tel autre poste. Non, aucun lien avec ce que c'est fait parce que ça se fait dans la foulée de sa sortie publique. Bon, mais c'est ce que j'ai dit, c'est une organisation C'est interne, une c'est privé. opinion, on l'a compris. Alors, on va terminer cette émission avec l'aspect diplomatique. La RDC, très engagée aujourd'hui diplomatiquement avec la ministre des Affaires étrangères. Le pays a su obtenir une condamnation du Rwanda par les conseils de sécurité et aussi d'autres organisations internationales, notamment l'Union européenne et l'Union européenne, je veux dire la Belgique et le Royaume-Uni, qui ont effectivement reconnu l'agression, l'intervention des militaires rwandais dans la crise sécuritaire que connaît la RDC depuis quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, certains acteurs parlent d'une victoire diplomatique. Est-ce que pour vous, c'est une victoire et à quoi ça sert exactement quand on sait qu'au même moment qu'il y a ces efforts diplomatiques, qu'il y a ces résolutions au niveau international, les pays et les agressions se poursuivent. Alors, je veux dire, les affrontements se poursuivent sur terrain. Est-ce que c'est pour vous, ça vaut la peine de parler d'une quelconque victoire? Il faut chercher d'abord à évaluer l'impact. L'impact, donc ce qui est palpable dans toutes ces résolutions ou ce que vous appelez déjà victoire diplomatique. C'est les commentaires des acteurs politiques, certainement de la majorité présidentielle, qui estiment que c'est une victoire. Mais ce n'est que normal parce qu'ils participent à la gestion du pays et qu'ils estiment que l'un d'entre eux, qui est donc pour peut-être parler l'une d'entre elles, parce que c'est une dame qui est ministre des Affaires étrangères, qui fait ce travail-là, donc dans la diplomatie. Bon, alors ce n'est que normal pour l'encourager. On ne peut que saluer ce qu'elle est en train d'abattre comme travail sur le terrain. Donc, dans tout ce qu'elle est en train, comment est-ce qu'elle est en train de se déployer. Elle a été à Genève, à New York, tout et consort, donc ce n'est que normal. Mais moi je dis, la question peut se poser au niveau de l'impact. Parce qu'on est en train de dire les sanctions, tout et consort. Mais les sanctions là, est-ce que ça empêche au Rwanda de continuer ou donc ça empêche au M23 et AFC de pouvoir faire sa progression vers d'autres territoires ou d'autres provinces de la République? Non, mais il faudrait que ces sanctions-là, pour que nous puissions juger l'efficacité de ces sanctions-là, il faudrait que nous puissions voir qu'on a arrêté donc net la progression, par exemple, donc de forces de M23 et l'AFC vers d'autres territoires de la République ou vers d'autres provinces. À ce moment-là, nous pouvons effectivement parler que c'est vraiment une victoire diplomatique parce que nous avons réussi peut-être à mettre fin peut-être à l'avancée ou à la progression des mouvements rebelles vers d'autres coins de la République. Donc pour moi, je me dis, la question c'est au niveau de l'efficacité de toutes ces démarches diplomatiques que Madame est en train de mener. C'est vrai, elle est partout, elle est présente, mais l'efficacité donc l'impact palpable, visible de l'influence de ces décisions sur la situation sécuritaire sur le terrain. Alors c'était au même moment il devait y avoir, je crois hier, cette semaine au moins, une réunion de ministres de la Défense, de l'EAC et de la SADC et ces organisations justement qui ont organisé un sommet à Tanzanie et pour décider sur une feuille de route qui devait être mise en place. Cette feuille de route stipulait notamment
la mise en place et l'observance d'un cessez-le-feu sur terrain qui a été violé. Il y a une évaluation qui a été faite et ça a toujours été violé. Et finalement, on constate que ça ne marche pas. Et le président Lourenço de l'Angola, qui faisait office de facilitateur, qui était facilitateur désigné de l'Union africaine et dans le cadre de ce fort de la crise congolaise, a jeté l'éponge parce que dans l'entretemps, désigné président de l'Union africaine. Et au même moment, aujourd'hui, ces mêmes organisations mettent en place un nouveau directoire pour gérer et faciliter les négociations, faciliter la résolution de la crise à l'est du pays, notamment le président Kenyatta et le président Obasanjo et le président, l'ancien vice-premier ministre, l'ancien Premier ministre plutôt de l'Éthiopie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec ces efforts diplomatiques au niveau local, comme vous l'avez déjà dit, on a compris votre position sur le plan international, mais au niveau régional, est-ce que vous pensez avec la restructuration de directoire des négociations, ça peut faire avancer des choses? On espère peut-être que cette fois-ci, les directoires au niveau régional, comme vous venez de le dire, qu'ils soient sincères dans tout ce qu'ils sont en train de faire, peut-être en faveur de la RDC. La question, c'est aussi au niveau de la sincérité de tous ces gens-là. Pourquoi est-ce que, par exemple, Lorenzo pouvait jeter l'éponge facilement aussi comme ça? Par contre, avec sa casquette, sa nouvelle casquette du président de l'Union africaine, ça pouvait vraiment, effectivement, encore peser dans le cadre de toutes ces négociations au niveau régional. En tout cas, il a avancé la charge qu'il a pour résoudre d'autres crises du continent, notamment au Soudan et ailleurs. Ben voilà, au Soudan, c'est pratiquement la même question, par exemple, donc une situation similaire à la RDC. Est-ce que c'est une situation similaire? Par contre, pour les Soudan, peut-être ce sont des groupes armés internes, mais nous faisons face à une agression étrangère de notre pays qui vient agresser les Congos. Et notre pays. Alors, donc, vous vous rendez compte que cette motivation ou cette justification, pour moi, elle n'a pas son pesant d'or pour moi, sincèrement. Bon, en fait, ça aussi, c'est sa position à lui, mais sinon, pour moi, la petite interprétation que je fais de cette attitude-là, je dis, ben, écoutez, ça n'a pas son pesant d'or. Voilà, à moins que vous considériez que je n'ai pas posé une question et que vous considériez que ce que j'ai dit, ce n'est pas suffisant, est-ce que votre mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a expliqué ici, pour qu'on concluse l'émission? Bon, pour conclure peut-être cette émission avec vous, monsieur, moi, je vais m'adresser ici au président de la République. Je vais m'adresser au président de la République pour dire c'est lui le garant du bon fonctionnement peut-être des institutions. Le garant du bon fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose au niveau de la République. Il y a cette crise sécuritaire à l'est du pays. Il y a des Congolais qui sont égarés dans les groupes armés. De mon point de vue, à mon humble avis, il y a nécessité absolue qu'on puisse se mettre autour d'une table pour essayer un peu de changer entre nous Congolais pour voir comment est-ce que nous pouvons sortir la République de cette situation qui a vraiment longtemps duré et qui a endeuillé beaucoup de nos frères, de nos familles congolaises à l'est du pays. Et parce que le président de la République a senti effectivement cette nécessité-là, absolue ou cette impérieuse nécessité de pouvoir donc s'unir. C'est comme ça qu'il a lancé l'appel à l'unisson. Nous acceptons la main tendue par le président de la République, mais moyennant des conditions. Moyennant des conditions pour que nous puissions arriver à la formation du gouvernement d'union nationale que le président lui-même a annoncé. Et je crois qu'il faut vider certains préalables, notamment ce que je suis en train d'évoquer tout à l'heure là, la nécessité de se mettre autour d'une table, donc d'un petit dialogue entre nous les Congolais pour que les acteurs politiques qui ont été peut-être consultés ou qui seront consultés par son conseil spécial en matière de sécurité, parce que c'est celui-là qui a été chargé, c'est connu de tout le monde, que ces acteurs-là puissent avoir des garanties pour participer à ce. Je vais illustrer peut-être un petit exemple, ça paraît un peu bizarre, bon, ça me traverse à l'esprit. Vous prenez le cas par exemple, je prends un exemple,
je n'en sais pas trop bien, mais je donne seulement un exemple. Pour le cas, par exemple, de Martin Fayoulou. Prenez Martin Fayoulou. Il n'a aucun député à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou qui passe Premier ministre. Vous vous rendez pas compte de sa fragilité. Donc, il peut être exfiltré du gouvernement à tout moment. Il n'y a pas que Martin Fayoulou. Je prends aussi notre cas de Mozito. Il n'a pas la majorité, il ne dispose pas de la majorité. Peut-être donc aussi les deux anciens premiers ministres, Matata et puis Mozito. Il ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Vous voulez que ces gens-là viennent participer à un gouvernement ou dans un gouvernement où ils se sentent déjà donc, dans une position de faiblesse, où ils peuvent être donc éjectés du gouvernement à tout moment, faute d'une majorité. Mais si nous pouvons nous mettre autour d'une table, il y a lié à ce que ces gens-là puissent avoir des garanties. Il n'y a pas que d'abord donc les premiers ministres qui peuvent facilement sortir du gouvernement comme ça, même aussi celles qui vont accepter d'être ministre d'État, vice-premier ministre, vice-ministre, tout ça. Donc il faut quand même qu'il y ait des garanties qui puissent permettre donc avoir la confiance entre nous là pour dire écoutez, bon, nous acceptons de participer dans la gestion du pays, dans ces gouvernements d'union nationale que le président de la République lui-même a souhaité mettre en place. Mais voilà, à ce moment-là, il y a lié à ce que les gens viennent répondre favorablement. Mais tant qu'il n'y a pas toutes ces garanties-là, je crois que les gens pourront hésiter. Donc au président de la République de comprendre qu'il y a cette nécessité-là de pouvoir d'abord se mettre autour d'une table, après peut-être les consultations menées par la CENCO et l'ECC, et celles qui sont en train d'être menées par son conseiller spécial en matière de sécurité. Mais je crois que ces gens-là puissent aider utilement le président de la République en acceptant de convoquer un dialogue. Parce qu'il n'y a que lui, comme garant de bon fonctionnement des institutions et garant de la nation, qui peut convoquer ces dialogues-là entre les Congolais. On termine cette émission par ici et je ne voudrais pas la terminer effectivement parce que vous avez mis la puce à l'oreille, mais pour évoquer tout ce problème-là. Aujourd'hui, Joseph Kabila non plus n'a pas de député à l'Assemblée nationale parce qu'il n'a pas participé aux dernières élections. Également, Corneille Nangaa n'a pas de député, il n'a pas été candidat à ces élections. Et dans cette ambiance-là, dans la foulée, Marie-Josée Ifoku, qui est votre... vous avez été co-candidat à l'élection présidentielle que j'ai reçue, je dis, il y a quelques jours ici. Elle propose tout simplement la mise en place d'un gouvernement de transition de 3 ans qui consisterait à la dissolution tout simplement de l'Assemblée nationale, du Parlement, de l'Assemblée nationale principalement, et la nomination de 145 députés représentant chacun un territoire. Est-ce que vous pensez que des solutions radicales comme celle-là peuvent aider à résoudre cette équation que vous soulevez? Voilà, je l'ai dit, je crois qu'il y a nécessité aussi, donc il y a nécessité d'abord des dialogues. C'est à l'issue, par exemple, d'un dialogue qu'on pourra évoquer toutes ces questions. Aucune question ne pourra être éludée. Chacun pourra amener certainement, ou chaque groupe politique pourra amener donc des cahiers de charges qui pourront peut-être cette fois-là être donc discutés autour d'une table. Mais sans qu'il y ait un dialogue, vous pensez que toutes ces questions-là seront évoquées dans quel cadre? Merci beaucoup. Une réponse concise et précise et surtout intelligente de votre part, Monsieur Sylvain Maurice Macheke, ancien ministre de la Culture et Arts dans le gouvernement Badi Banga, acteur politique non aligné, qui n'est ni de l'opposition, mais qui fait son chemin avec lui. Il a désisté en 2018 à l'élection présidentielle en faveur de Martin Fayoulou. Et pour lui, il y a beaucoup de propositions. On a parlé de cette situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et pour lui, il faut qu'on restructure l'armée recourant à l'expertise de militaires qui sont parfois à la retraite, des généraux qui ont fait montrer leur prouesse
dans ces secteurs militaires. La mobilisation actuelle pour enrôler de militaires consisterait, selon lui, peut-être pour augmenter le nombre de militaires. De garanties doivent être données aux participants à un futur gouvernement, notamment à travers un dialogue national, et que les consultations actuellement menées par la SENCO seraient de consultations, qu'on veut dire un peu les informateurs du chef de l'État qui peuvent déposer sur sa table les différents points de vue qu'ils ont pu recueillir auprès de tous les acteurs politiques. Et sur le plan diplomatique, il a un peu pris avec modération le fait qu'il y a beaucoup de résolutions qui ne parviennent pas à résoudre définitivement la situation de la crise. Et pour lui, il faut une solution nationale, dans la nécessité, dans le fameux dialogue qui doit avoir lieu avant la mise en place du gouvernement national. Je pense que je n'ai pas écorché sa pensée, il ne m'en voudra pas, au moins si je n'ai pas très bien traduit ce qu'il a pu dire. Et aussi son dernier, là où il a beaucoup insisté, c'est plutôt que la RDC puisse faire la guerre au Rwanda, qu'il a tant fait du mal depuis 2 années. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et Géopolis vous remercie sincèrement et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Alors, on termine, c'est terminé finalement chez mes critiques sur les antennes de Géopolis Télévision. L'émission à suivre sur YouTube et sur toutes les plateformes numériques de notre chaîne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission du week-end. C'était pas facile, mais finalement, elle a eu lieu. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Chez mes critiques.